Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter les 8 pièges du plan épargne retraite, le PER. Pourquoi j'ai fait cette série de vidéos? Pour deux raisons. D'abord parce que votre banquier ou votre assureur ne va probablement pas vous parler de ces pièges, de ces inconvénients au moment de souscrire le produit. Et deuxièmement parce que très peu de vidéos YouTube, voire pas du tout, pointent les différents inconvénients du PER. Donc j'ai voulu faire une série qui rassemble les différents inconvénients du PER. Il y a même certains pièges dont je suis le seul, me semble-t-il, à parler sur YouTube. Donc c'est une vidéo en quelque sorte d'intérêt public, même s'il ne s'agit absolument pas d'un conseil en investissement, ni même d'un dénigrement du PER. C'est uniquement mon opinion personnelle et le fruit de mes recherches, bien évidemment. Donc je ne dis pas que le PER est toujours un mauvais produit. Il peut parfois être adapté à certaines situations, mais il faut avoir conscience de ces différents inconvénients pour l'utiliser correctement. C'est l'objet de cette série de vidéos. Dans les épisodes précédents, les épisodes 1 et 2, je vous ai présenté les 4 premiers pièges du PER. Le premier, ce sont les frais qui peuvent rapidement bouffer votre avantage fiscal en seulement 10-15 ans. L'avantage fiscal que vous pensez avoir peut être éliminé simplement par les frais de gestion de votre PER, en particulier sur les unités de compte ou la gestion pilotée, mais aussi en cas de gestion libre avec des fonds euros, puisque vous avez des frais de gestion annuels qui peuvent être importants, de 0,5% voire davantage. Deuxième piège, la déduction fiscale, qui peut parfois être plus faible que prévu parce qu'elle ne se calcule pas uniquement sur le taux marginal d'imposition, mais aussi sur le quota de revenus qui dépasse la bande supérieure de votre tranche marginale d'imposition. Troisième piège, le déblocage anticipé pour l'achat d'une résidence principale qui peut vite tourner au drame fiscal à cause de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu. Et quatrième piège, une fiscalité successorale qui est beaucoup plus lourde que l'assurance vie passé 70 ans. Alors on va voir les pièges numéro 5 et 6 dans cet épisode 3, mais avant cela, déjà sur la base des 4 premiers pièges, il y a un bon profil qui se dégage. C'est mon opinion personnelle, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais voici dans quel cas, selon moi, il est opportun, il est intéressant d'utiliser le PER. Quand on a plus de 50 ans, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer trop jeune, sinon on va avoir trop de frais sur le PER. Quand on a un taux marginal d'imposition d'au moins 30%, et quand on privilégie les fonds euros en gestion libre, parce qu'on aura un petit peu moins de frais. Donc autrement dit, il faut utiliser le PER sur la partie, on va dire, la moins dynamique, la plus sécurisée de votre portefeuille, la partie active, la partie dynamique, celle qui va sur les marchés financiers. Eh bien, il vaut mieux plutôt privilégier le compte titre, puisque vous n'aurez pas, chez la plupart des courtiers en ligne aujourd'hui, vous n'aurez pas de droit de garde, vous aurez beaucoup moins de frais, votre capital va mieux fructifier. Il faut également mettre sur son PER uniquement un capital que l'on envisage réellement de consommer à la retraite. Pourquoi? Parce qu'on va voir que c'est très compliqué de faire des donations, par exemple, et puis les frais de succession, on l'a vu précédemment, sont très importants. Passé 70 ans, vous n'avez pas le même avantage que sur l'assurance vie pour les versements que vous avez faits auparavant. Enfin, dernière recommandation qu'on pourrait formuler, il faut réinvestir l'avantage fiscal que l'on a obtenu. C'est ça le vrai avantage du PER par rapport à tout le reste, c'est ce prêt gratuit que vous fait l'État. C'est-à-dire que quand vous faites un versement, vous pouvez déduire ce versement de vos revenus et obtenir une réduction fiscale. Alors certes, vous allez payer des impôts au moment du retrait, mais en attendant, l'État vous fait un prêt et si ce prêt, vous le placez, vous le faites fructifier avec le jeu des intérêts composés, le PER redevient avantageux. Ceci étant dit, on va passer à l'épisode 3 avec deux autres pièges qu'il faut absolument connaître. D'abord, la rente viagère. Donc pour le PER, vous avez deux possibilités de sortie, soit en capital, soit en rente viagère. Eh bien, il faut absolument éviter la rente viagère parce qu'elle est très désavantageuse. Et puis enfin, ce problème, l'impossibilité d'effectuer des donations à partir d'un PER. Piège numéro 5, la sortie en rente viagère qui, à mon avis, est toujours désavantageuse. Il faut toujours préférer la sortie en capital, soit totalement, soit partiellement, et il faut toujours éviter la sortie en rente viagère. Pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, la rente est définitivement perdue en cas de décès. C'est une rente viagère qui est donc versée à vie. Le capital est converti en une rente. Alors certes, il y a des options qui vous permettent, par exemple, d'avoir une option de reversion au profit de votre conjoint, voire même d'avoir des annuités garanties en cas de décès prématuré. Donc ça permet de transmettre quand même une partie de votre capital accumulé à vos héritiers. Mais ces différentes options sont très onéreuses. Donc finalement, il vaut mieux conserver le capital et sortir
en capital. Donc méfiez-vous de ces différentes options, reversion, annuité garantie ou encore rente par palier. Alors la rente par palier, ça c'est dans le cas, par exemple, si vous avez encore un prêt au moment où vous prenez votre retraite, hein, vous avez encore un prêt à rembourser, vous souhaitez avoir une rente un peu plus élevée au début et un peu plus faible à la fin, pour la suite, eh bien vous pouvez prendre cette option, donc avoir une rente majorée les premières années de votre retraite et qui va être dégressive en quelque sorte. Mais là encore, cette option n'est pas très intéressante parce qu'elle est bourrée de frais. D'une manière générale, les frais, c'est vraiment le point noir du PER et vous avez une louche de frais supplémentaires sur les sorties en rente viagère puisque vous allez avoir des frais de conversion du capital en rente viagère et même des frais d'arrérage sur chaque versement de la rente, ou même des frais de gestion sur la rente qui peuvent être de plusieurs pourcents par an. Alors là, regardez bien votre contrat, il y a certains contrats qui suppriment ces frais, mais regardez bien parce que si vraiment votre objectif c'est de sortir en rente viagère, choisissez au moins un assureur qui a des frais minimums, notamment de conversion du capital en rente viagère. Troisième inconvénient, l'espérance de vie qui est surestimée par les tables de mortalité des assureurs. D'une manière générale, cette espérance de vie, elle est surestimée, mais elle est aussi surestimée en particulier pour les hommes, puisque désormais les assureurs doivent appliquer, en particulier pour les contrats collectifs, la même table de mortalité pour les hommes ou pour les femmes. C'est imposé par la législation européenne et il ne doit pas y avoir de discrimination en matière de sexe. Donc c'est la même table de mortalité qui est appliquée et on sait que comme l'espérance de vie des hommes est un peu plus faible que celle des femmes, eh bien les hommes se font un peu avoir au moment de la conversion du capital en rente. Donc si vous êtes un homme, voilà un inconvénient supplémentaire à sortir en rente viagère à la fin de votre PER. Quatrième inconvénient, la rente qui est souvent moins rentable que le capital placé lui-même puisqu'elle est calculée sur un taux technique qui est trop bas. Autre inconvénient, l'inflation et la perte de pouvoir d'achat. Votre rente viagère ne va pas bouger, donc au fur et à mesure du temps, vous allez perdre du pouvoir d'achat du fait de l'augmentation des prix. Certes, il est possible de prendre une option d'indexation sur votre rente viagère, mais c'est assez rare et ça peut être coûteux. Autre inconvénient, la fiscalité qui est assez lourde. Votre rente viagère va être imposée à l'impôt sur le revenu. Elle peut bénéficier des abattements sur les pensions, pour peu qu'ils existent encore au moment où vous prendrez votre retraite. Et vous avez en plus des prélèvements sociaux à payer sur une partie de la rente viagère qui vous est versée. Il y a un abattement qui est appliqué en fonction de l'âge que vous aviez au moment des versements sur votre PER, mais sinon vous devez, en plus de l'impôt sur le revenu, payer des prélèvements sociaux sur votre rente viagère, prélèvements sociaux qui sont aujourd'hui de 17,2% au moment où je tourne cette vidéo, mais qui, au moment où vous prendrez votre retraite, pourront être beaucoup plus élevés. Piège numéro 6, l'impossibilité d'effectuer des donations directement depuis le PER. Donc ça, c'est un piège qui est commun à toutes ces enveloppes, ces niches fiscales sous forme d'enveloppes qu'on vous propose, le plan d'épargne en action ou encore l'assurance vie ou encore le plan épargne retraite, c'est toujours le même problème, ce sont des enveloppes et vous ne pouvez pas donner directement à partir de cette enveloppe. Vous devez d'abord retirer les fonds de l'enveloppe et ensuite vous pouvez les donner. Et ça, c'est un gros inconvénient car lorsque vous faites un retrait du PER, vous êtes obligé de passer par la case imposition. C'est imposé à l'impôt sur le revenu et c'est imposé aux prélèvements sociaux. Ce sera la même chose pour le plan d'épargne en action et l'assurance vie où vous aurez au minimum les prélèvements sociaux à payer. Alors que sur un compte titre, vous n'avez pas ce problème. Sur un compte titre, vous pouvez faire une donation directe à partir du compte titre, ce qui d'ailleurs purge la plus-value imposable. Par contre, les droits de donation sont dus, mais avec des abattements beaucoup plus élevés. Donc généralement, on peut faire des donations en franchise d'impôt à partir d'un compte titre. Donc ça, c'est un gros problème et moralité, il faut vraiment éviter de placer un trop gros capital sur PER. Donc si vous faites depuis l'âge de 25 ans tout votre DCA sur PER pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale et que avec les marchés financiers qui auront bien monté pendant 40 ans, si vous vous retrouvez avec un capital de plus d'1 million ou de 2 millions d'euros sur un PER, et ben, vous allez vous retrouver dans cette difficulté. C'est qu'à un moment donné, vous allez peut-être vouloir faire des donations à vos enfants et à vos petits-enfants et ce sera problématique. Vous allez être matraqué sur le plan fiscal si vous voulez faire ces donations. Donc ça, c'est vraiment l'un des pièges du PER qui doit vous inciter, me semble-t-il, à ne pas trop épargner sur ce produit d'épargne.
Dans l'épisode 4, le dernier épisode de cette série, on verra 2 autres pièges. D'abord les obstacles au transfert de PER, vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué que pour un compte titre. Et puis enfin une huitième catégorie un petit peu fourre-tout, les autres pièges, parce qu'en réalité il y a beaucoup plus de 8 pièges pour le PER, la faiblesse du catalogue des unités de compte, les problèmes que ça peut poser en cas d'expatriation ou encore la vulnérabilité au changement de règles fiscales. Mais on verra ça dans le dernier épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à ajouter des pièges que je n'aurais pas vus et que vous connaissez sur le PER. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!